Bonjour à tous, cette vidéo concerne la correction des exercices 13, 14, 15 de la feuille de TD sur les espaces vectoriels de dimension finie. Alors, ce sont des exercices importants parce qu'ils mettent en œuvre pas mal de techniques concernant les applications linéaires en dimension finie. Vous pouvez regarder la vidéo en plusieurs fois après avoir cherché chacun des exercices. Alors, commençons par le 13 et notamment donnons une petite interprétation de l'énoncé. On se place dans un R espace vectoriel de dimension finie. On a introduit certaines notations. Alors, identité de E, c'est l'application qui va de E dans E et qui a tout vecteur X associé lui-même. On l'appelle ID pour identité au lieu de l'identité de E. Θ, c'est alors l'application linéaire nulle de E dans E, ça c'est l'application qui a tout vecteur X associe 0, le vecteur nul. Attention, ici L de E, ça veut dire qu'on va de E dans E. Ensuite, A et B sont des réels avec A différent de B. On suppose que F est un endomorphisme de E, linéaire de E dans E, et vérifie, alors F moins A identité rond F moins B identité est l'application nulle, F moins B identité rond F moins A identité est l'application nulle. Alors une remarque, ça c'est des égalités dans L2, c'est des égalités fonctionnelles. Si vous voulez mettre des x, il faut mettre ici x et puis égale 0 par exemple, ça nous donnerait f moins a identité appliquée à ça lui-même appliqué à x, par exemple f de x moins bx, et ça c'est f moins b identité appliquée à x, et ça fait le vecteur nul. De même, la deuxième ligne s'écrit f moins b identité. Après, on peut développer aussi, mais appliqué à quoi? À f de x moins ax égale 0. Ça le vecteur, la parenthèse signifie bien j'applique à, j'évalue en. Et ça, c'est l'évaluation de f moins a identité en le vecteur x. Ça fait f de x moins ax. Alors, l'exercice consiste à montrer que deux espaces sont supplémentaires. Le noyau de f moins a identité et le noyau de f moins b identité. Alors, pour ne pas les écrire 3-4 fois, j'ai utilisé la notation EA et EB. Vous verrez, l'année prochaine, c'est assez classique. C'est l'ensemble des vecteurs qui sont envoyés sur A fois eux-mêmes. Regardez. Alors, d'abord, on va montrer que E égale EA plus EB. J'y reviendrai dans la correction. Mais pour x appartenant à E, quand est-ce que x appartient à EA? Eh bien, si et seulement si f moins a identité de x égale 0, ça équivaut, comme j'ai fait tout à l'heure, à f de x moins ax égale 0, et ça équivaut à f de x égale ax. Donc vous voyez qu'en fait, EA, c'est l'ensemble des éléments de E, dont l'image, c'est leur multiple par A. Vous direz l'année prochaine que les éléments de EA sont les vecteurs propres de petit f pour la valeur propre petit a. À retenir donc, EA c'est l'ensemble des x tel que f de x égale a fois x. De même, EB c'est l'ensemble des x tel que f de x égale b fois x. Bon, il n'y a plus, je dis il n'y a plus. Il va falloir montrer que E est la somme directe de EA et EB. Je vous propose de faire comme le plus souvent, c'est-à-dire d'abord montrer que l'intersection est réduite à 0, le vecteur nul, puis montrer que tout vecteur de E s'écrit comme un vecteur de EA plus un vecteur de EB. On va faire ça. Alors, allons-y pour montrer que EA inter EB est réduit au vecteur nul. Je prends X dans l'intersection, EA inter EB, donc je rappelle que A c'est le noyau de F moins A identité, et que si X est dedans, on a F de X égale à X. Comme F
Même chose pour f de x égale bx parce que x est dans EB. Alors quand on fait la différence, il vient 0, ça fait a moins b facteur de x égale 0. Et or, a moins b n'est pas le vecteur, le scalaire nul, donc c'est x qui est le vecteur nul. Ceci assure que EA inter EB est réduit à 0. Alors, maintenant c'est toujours un peu le plus compliqué. On prend un vecteur x de E et on veut montrer qu'il s'écrit comme un vecteur de EA, x1 et par exemple, et un vecteur de EB. EB, alors l'idée évidemment c'est d'exploiter l'énoncé, notamment les remarques que j'ai faites en introduction. F moins A identité appliquée au vecteur f de x moins b de x, ça fait le vecteur nul. Donc vous voyez qu'en fait, f de x moins bx appartient au noyau de f moins A identité, c'est-à-dire à EA. De même, si vous échangez les A et les B, ici vous avez f moins b identité appliquée à f de x moins ax égale 0. Ça veut dire que f de x moins ax est dans le noyau de f moins b identité, c'est-à-dire appartient à EB. Alors, l'idée, c'est d'écrire x égale, donc, on va écrire ici un f de x moins bx. On va mettre un peu plus loin un f de x moins ax, moins ax, pas besoin de parenthèse ici, moins ax. Alors, parce que ça, je sais que c'est dans le EA, et ça, je sais que c'est dans EB. Alors, j'aimerais que ça soit égal à x. Alors, est-ce que vous voyez qu'ici, si je mets un scalaire alpha, et qu'ici, je mets un scalaire moins alpha, les f de x vont s'en aller, et tout va bien se passer, on va retrouver constante x. Pourquoi? Pour alpha facteur de moins b plus a égale 1. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend alpha égale 1 sur a moins b. Alors on a x égale 1 sur a moins b facteur de f de x moins bx plus moins 1 sur a moins b, ou 1 sur b moins 1, comme vous voulez, facteur de f de x moins ax. Alors, tout cela, hop, alors le scalaire ne change pas le fait que quand on applique f moins a identité à ça, on trouve 0. Autrement dit, ça appartient à EA. Le scalaire ici ne change pas le fait que si vous appliquez f moins b identité à ça, ça appartient à EB. Alors, ceci assure que tout vecteur de E peut s'écrire comme un vecteur de EA plus EB. Hop. Alors, à chaque fois, vous savez, j'ai montré qu'une inclusion, et il y en a une qui est évidente. On a montré l'inclusion EA inter EB inclus dans singleton 0, mais le singleton 0 est bien sûr dans EA inter EB. Là, on a montré E inclus dans EA plus EB, mais on a évidemment EA plus EB inclus dans E. Donc, la conclusion ici de ce tableau, c'est que E est la somme directe de EA et de EB. Alors, ensuite, il nous faut exprimer la fonction f en fonction des projections sur chacun des sous-espaces vectoriels EA et EB. On va leur donner des noms et on va faire ça. J'ai donc noté P, la projection sur EA parallèlement à EB. Et dans ces cas-là, vous savez, la projection associée, c'est identité moins P, que j'ai appelé Q. On sait que Q est la projection sur EB parallèlement à EA. Alors, comment déterminer P et Q, et surtout comment déterminer F en fonction de P et Q? Et il faut revenir à ce qu'on a montré juste avant. Pour X appartenant à E, on connaît
la décomposition de x comme un vecteur de EA plus un vecteur de EB. On sait aussi que cette décomposition est unique. Par définition, P de x, c'est ça. Puisque ça, c'est un élément de EA, et que x moins ça, c'est un élément de EB. Et ça, c'est Q de x. Autrement dit, P de x, c'est 1 sur A moins B, facteur de f de x moins bx. Et Q de x, c'est moins 1 sur A moins B, facteur de f de x moins ax. Alors, ceci est valable pour tout x. Pour tout x. De E. Donc, par exemple, je dis pourquoi par exemple, parce que je vais utiliser ça là. P, en tant qu'application, c'est 1 sur A moins B, facteur de F moins B identité. Hein, ça, si vous voulez, ça c'est l'évaluation de P en X, et ça c'est l'évaluation de ça en X. Et c'est vrai pour tout X appartenant à E. Donc ça, on a ça. Une remarque, je l'écrirai ici, la remarque 1, c'est que Q égale moins 1 sur A moins B, facteur de F moins 1, identité. Alors on peut travailler avec l'une ou l'autre des égalités dans L de E. Ici, donc, A moins B multiplié par la projection P, c'est F moins B facteur de identité. Et là, on veut, alors on va avoir F, hein, mais on veut que des P et des Q. Et bien, on se souvient que l'identité, c'est P plus Q. Donc ça, c'est F moins B facteur de P plus Q. Alors, qu'est-ce que c'est que petit f? Petit f, c'est A moins B facteur de P plus B facteur de P plus Q. Et donc, petit f égale, vous voyez que les BQ vont s'éliminer et qu'il vient AP plus BQ. C'est les BP qui vont s'éliminer, excusez-moi. Ici, ce BP va s'éliminer avec ce BP. Donc, AP plus BQ. Alors, voilà la... Hop, ça veut dire qu'en fait, F, alors vous pouvez voir le calcul, hein, F de X, c'est A fois ça, plus B fois ça. F de X. Alors, on aurait pu le prouver en utilisant cette égalité, là. Là, je l'ai utilisé en utilisant celle-là. Attention, ça, c'est une égalité dans L de E. Hein. Ça, c'est des égalités dans E. Ça aussi. À partir de là, je ne fais plus que des égalités dans L de E. Alors, et puis la remarque 2, c'est que on n'a pas utilisé la dimension. Vrai, quelle que soit la dimension. Hein. Valable en dim quelconque. Donc, il est placé là, cet exercice, il aurait pu être placé un peu plus haut dans la feuille, mais vous allez voir, les deux suivants utilisent vraiment des techniques de dimension finie. Alors, pour l'exercice 14, on nous demande de considérer une application phi qui va de R2 de x dans R de x et qui a un polynôme P associe 2x moins 1 fois ce polynôme moins x carré plus 1 demi fois ça. Dérivé, alors, un rappel, R2 de x c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Cet espace vectoriel est de dimension finie et possède une base qu'on appelle canonique qui est 1x et x carré. Ce qui explique pourquoi dans la question 1, on vous demande de déterminer l'image de 1x et x carré par phi. Vous savez qu'avec ces trois informations, on aura toutes les informations sur phi.
Alors allons-y, phi de 1, ici p égale 1 et p' égale 0, ça fait 2x moins 1. Phi de x, j'ai multiplié ça par x, il vient 2x carré moins x, moins la parenthèse fois 1. Et pour x carré, il vient 2x cube moins x carré, moins la parenthèse fois 2x. Alors, qu'est-ce qui vient ici? Il vient x carré moins x et moins 1 demi. Et ici, regardez là, c'est intéressant, les x cubes vont s'éliminer. 2x cube moins 2x cube, donc ici il vient moins x carré moins x. Et remarquons déjà que les trois polynômes images sont dans R2 de x, ce qui nous donne quand même une indication pour le fait que psi est bien défini. Si je regardais la définition de psi, mais on y reviendra. Alors, déterminons le noyau. Bon, alors là, on pose P égale, alors là, c'est au choix. On peut écrire A0, x plus 1, x plus A2x carré, ou utiliser des notations peut-être plus conventionnelles, puisque là, regardez, je les ai écrits suivant les puissances décroissantes. AX carré plus BX plus C, ou A, B, C sont trois réels. C'est-à-dire que ici P est quelconque dans R2 de x. Alors, son image, vu la linéarité de phi, ça sera bien sûr A fois phi de x carré plus B fois phi de x plus C fois phi de 1, c'est-à-dire A facteur de, alors il vient moins x carré moins x, plus b facteur de x carré moins x moins 1 demi, plus c facteur de 2x moins 1. Alors, écrivons ce qui vient en x carré, il vient moins a plus b facteur de x carré. Le coefficient en x, il vient moins a moins b, hop, moins a moins b moins 2c. Et le coefficient constant est moins 1 demi de b moins c. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que P appartient à un noyau de phi, si et seulement si phi de P, c'est le 0, attention, le 0 de R de x, bien sûr. Hein. R de x, le polynôme nul. Hein. Autrement dit, si et seulement si, le polynôme que j'ai ici sous les yeux est le polynôme nul. Ces trois coefficients, donc si et seulement si ces trois coefficients sont nuls, moins a plus b égale 0, moins a moins b moins 2c égale... je crois que j'ai fait une petite bêtise ici, c'est plus 2c. Oui, plus 2c. Moins a moins b plus 2c. Hop, moins a moins b plus 2c égale 0, et finalement moins 1 demi de b moins c égale à 0, si et seulement si a égale b, et si on introduit a égale b là-dedans, ça fait b égale c, et si là j'ai moins 3 demi de c égale 0. Bon, ben ça veut dire si et seulement si a égale b égale c égale 0. Alors, ceci nous assure que le noyau de phi est réduit au seul polynôme nul. Autrement dit, ceci assure que le noyau de phi, c'est le polynôme nul, 0. Alors, 0 de R de x, si vous voulez, pour plus de sûreté. Voilà pour le noyau. Alors, on va passer à l'image. Mais vous voyez que l'image, alors R2 de x, c'est l'espace vectoriel engendré par phi de 1, phi de x carré. Donc l'image est l'espace vectoriel
je répète, pardon, excusez-moi, R2 de x est l'espace vectoriel engendré par 1x et x carré. Donc son image va être engendrée par phi de 1, phi de x et phi de x carré. Une première remarque qu'on peut faire, c'est qu'elle est incluse dans R2 de x. Regardez, phi de 1 c'est un polynôme de R2 de x, phi de x c'est un polynôme de R2 de x, et phi de x carré aussi. Donc on a déjà une inclusion. L'image de phi est incluse dans R2 de x. J'écris ça et je termine la détermination de l'image. Alors, j'ai écrit ici ce que je vous disais sur l'image. L'image de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par phi de 1, phi de x et phi de x carré. Parce que R2 de x est engendré par 1x et x carré. Mais on a pour tout petit k, entre 0 et 2, donc ces trois objets-là, phi de x exposant k, et dans R de x, ce sont trois polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc l'image de phi est incluse dans R2 de x. Premier résultat. Alors là, on va se servir de la dimension. Et puis, on a quand même, regardez un petit peu après, montré que psi, qui est la corestriction de ça, R2 de x, d'abord existe, et ensuite est un automorphisme. Donc on se dit bien que l'image, ça doit être R2 de x. Montrons ça grâce aux dimensions. Le théorème d'Urand donne... Alors, il s'écrit comment? Dimension de R2 de x, R2 de x, égale le rang de f, mais plus 0. Pourquoi plus 0? Parce que le noyau de phi, c'est le polynôme nul. Et donc la dimension du noyau, c'est donc 0. Et ça, je vous rappelle, c'est la dimension de l'image de phi. Donc, vous voyez que l'image de phi non seulement est incluse dans R2, mais elle a la même dimension. Autrement dit, l'image de phi, c'est tout R2 de grand X. Alors, hop, on peut donc définir, ça permet de conclure, mais pour la suite de l'exercice, on peut donc définir l'application que l'énoncé appelle psi. Psi, c'est phi correstreinte à R2 de x. Et alors, on va montrer, mais assez rapidement, que c'est une application, alors linéaire, ça va être facile, et bijective, pour montrer que c'est un automorphisme. Bon, on peut terminer l'exercice 14. On considère l'application psi qui garde le même procédé que phi, mais qui prend comme ensemble dérivés R2 de x. Alors, j'ai expliqué juste avant pourquoi cette application existe. Alors, par contre, vous voyez que le procédé est le même. Donc, psi est linéaire, car phi est linéaire. Psi de p, c'est phi de p. Donc, les propriétés qui assurent que phi est linéaire donnent que psi est linéaire. D'autre part, psi est injective, car phi est injective. En effet, quel est le noyau de psi? C'est l'ensemble des polynômes de R2 de x, tels que psi de p, fait 0. C'est donc aussi l'ensemble des polynômes p de R2 de x, tels que phi de p égale 0. Ça, c'est le noyau de phi. Et on a vu que c'était le 0 de R de x. Et alors maintenant, elle est linéaire injective, il n'y a plus qu'à montrer qu'elle est surjective. Alors là, en fait, ça c'est inutile. Bon, alors, je le fais quand même, mais regardez, phi est surjective, car, l'image de phi, c'est l'ensemble de tous les psi de p quand p décrit R2 de x. Mais c'est donc l'ensemble des phi de p quand p décrit R2 de x. Mais ça, on a vu que c'était image de phi, et on a vu que c'est R2 de x. Une remarque importante, regardez, hop, un seul des deux, un seul point suffit. Un seul point
suffit. Pourquoi? Car psi appartient à linéaire de R2 de x dans lui-même. C'est un endomorphisme. Donc, si une application est injective, elle est bijective et donc surjective. De même, si elle est surjective, alors elle est injective et bijective. Vous savez qu'il y a équivalence entre ces trois notions quand on parle d'endomorphisme. Donc, finalement, ici, psi est bien un automorphisme. Alors, ça c'est pour le vocabulaire, hein, que je rappelle ça. Un automorphisme de R2 de x. Et pour la notation, ça s'écrit psi appartient à GL de groupe linéaire de R2 de x. Voilà qui termine cet exercice 14. On va passer au 15. Alors, dans l'exercice 15, on considère une application qui va de Rn de x dans Rn de x, où n est un entier supérieur ou égal à 2, et qui à p associe p de x plus 1 plus p de x moins 1 moins 2p. Alors, là, comme dans un exercice précédent, il faut faire attention de ne pas confondre la multiplication avec la composition. Vous verrez que ça ne peut pas être ici fois 1. Si c'était fois, on n'arriverait pas dans Rn de x, puisque le degré des polynômes augmenterait ici. Hein. Donc, il fallait bien comprendre rond. D'ailleurs, les énoncés de ce type, si ils essayent d'éviter toute ambiguïté, auraient écrit x plus 1 fois p, si ça avait été le cas là, et x moins 1 fois p. Là, c'est bien rond qu'il faut comprendre. Donc, à un polynôme p, on associe sa composée par x plus 1, plus sa composée par x moins 1, moins 2 fois lui-même. Alors, dans la petite a, montrer que f est linéaire et que R1 de x est inclus dans le noyau de f. Alors, bon, pour la linéarité, je vous laisse faire de façon très usuelle. Pour P1 et P2 dans Rn de x, lambda 1 et lambda 2 dans R, on calcule l'image de lambda P1 plus mu P2. Alors, j'ai laissé les petits points ici. Vous voyez que une somme composée par x plus 1, c'est la somme des composés. Hein. J'entends par là que P1 plus P2 rond x plus 1, c'est P1 rond x plus 1 plus P2 rond x plus 1. Idem ici. Bon, tout s'arrange pour qu'on trouve l'image de lambda P1 plus mu P2 égale lambda f de P1 plus mu f de P2. Et f est donc bien linéaire. Alors, montrer que le noyau contient R1 de x, on peut voir là encore à l'aide d'une base du noyau, de R1 de x, c'est 1 et x. Or, qu'est-ce que c'est que l'image de 1? Alors, l'image de 1, c'est 1 plus 1, puisque ici, 1 rond x moins 1, ça fait 1. Moins 2, ça fait 0. Et l'image de x, ça fait x plus 1, plus x moins 1, moins 2x. Ça fait donc 0 aussi. On en déduit donc que toute combinaison linéaire de 1 et x va admettre, alors, quel que soit A, B appartenant à R carré, l'image de AX plus B, c'est A fois F de X plus B fois F de 1 va être égal à 0. Ici, c'est le 0 de R de X. Hein. Ça vous va? J'écris peut-être pas tout le temps là, mais c'est bien le 0 de R de X. C'est-à-dire que tous les polynômes de la forme ax plus b, c'est-à-dire R1 de x, est inclus dans le noyau de petit f. Alors, voilà une inclusion. On va passer au b en calculant le degré de f de p. Ici, je vais quand même mettre un petit R de X.
pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc voilà une application linéaire qui a déjà dans son noyau tous les polynômes de degré plus petits que 1. Bon, ici vous pouviez dès le début prendre un polynôme p égale ax plus b, calculer son image et constater qu'elle était nulle. Vous aviez donc cette inclusion. On passe à petit b tout de suite. Alors passons au b. On nous demande d'utiliser un polynôme p dans Rn de x dont le degré est plus grand que 2. Je vous rappelle au début, n appartient à n avec n supérieur ou égal à 2. Alors, l'idée, c'est de donner un nombre au degré de p. Ici, je l'ai appelé m. Attention de ne pas confondre m et n. Avec m entre 2 et n. Alors, p est de quelle forme? Il est de la forme a0 plus a1x plus a2x carré plus ici am x exposant m avec am différent de 0, puisque c'est le coefficient dominant, il est non nul. Alors, f de p, et ça va être donc la somme pour k égale 0 jusqu'à m des ak f de x exposant k. Mais est-ce que vous voyez que les deux premiers termes vont être nuls? A0 f de 1 plus A1 f de x, ça va être nul. Donc ça c'est la somme pour k égale 2 jusqu'à m des ak f de x exposant k. Pourquoi? Car f de 1 égale f de x égale 0. Alors, il faut du coup s'intéresser, pour connaître le degré de f de p, il faut s'intéresser à ça. Alors, on va prendre 2 plus petit que k, plus petit que m. On va calculer f de x exposant k. Alors, f de x exposant k, je reviens à la définition. Il faut regarder le procédé, Alors, c'est x exposant k rond x plus 1, donc ça fait x plus 1 exposant k, plus x exposant k rond x moins 1, donc ça fait x moins 1 exposant k, moins 2 fois x exposant k. Alors, on va écrire ça sous la forme des puissances décroissantes en utilisant les premiers termes ici de la formule du binôme. Donc, de x plus 1 exposant k, il va venir x exposant k, plus k fois x exposant k moins 1, plus, ça c'est 1 parmi k. Ici, je vais écrire 2 parmi k, à savoir k facteur de k moins 1 sur 2, facteur de x exposant k moins 2, plus tous les autres termes du binôme de Newton. Celui-là, maintenant, il va s'écrire plus, alors x exposant k, vous voyez que c'est les mêmes termes, avec un moins une fois sur 2, puisque c'est les x exposant k, moins 1 exposant, ou les x exposant j plutôt, moins 1 exposant j moins k. Donc ici, il va venir moins k fois x exposant k moins 1, à nouveau plus k facteur de k moins 1 sur 2 x exposant k moins 2 plus les autres termes, et puis il y a ce moins 2xk ici, là, moins 2xk, où les pointillés représentent des monômes. Les pointillés, dans les pointillés, il y a des monômes de degré strictement inférieur à k-2. Alors, regardez ce qui se passe. Les termes de degré k, il y en a 3, mais ils s'annulent. Les termes, les monômes de degré k-1, il y en a 2, mais ils s'annulent. Et finalement, le premier qui ne s'annule pas, ça va être celui-là, là, ça va être, donc il est en double, et ça va faire k facteur de k-1, x exposant k-2, plus des pointillés. Je rappelle que les pointillés représentent les monômes de degré strictement inférieur à k-2.
Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ça, comme k est plus grand que 2, ça c'est un 0, et ça non plus. Autrement dit, le degré de f de x exposant k, c'est k moins 2. Alors, regardons ici, f de p, c'est la somme pour k égale 2 jusqu'à n des ak f de xk, mais les f de xk, ils ont des degrés croissants. Donc, le terme de plus haut degré ici, sachant que am est non nul, c'est le degré de am x exposant m. Alors, le degré de f de p, c'est donc le degré de... Allez, si vous voulez, je mets un am f de x exposant m. C'est le degré de am est non nul, hein. Donc, c'est m-2. Et ce qui nous donne l'expression voulue, en fait, le degré, alors pour P appartenant à Rn de x, avec degré de P supérieur ou égal à 2, le degré de son image, c'est degré de P moins 2, puisque M était le degré au départ. Donc voilà la conclusion souhaitée. On va en tirer des informations sur le noyau, déterminer complètement le noyau, et puis ensuite l'image et les antécédents d'un polynôme. Alors je poursuis la question B. On a vu que pour P appartenant à Rn de x, on a l'implication suivante. Degré de P supérieur ou égal à 2 implique degré de l'image de P, c'est degré de P moins 2. Mais si degré de P est supérieur ou égal à 2, ceci implique que le degré de f de P est supérieur ou égal à 0, ce qui implique que f de P n'est pas le polynôme nul. Ce qui implique que P n'est pas dans le noyau de f. Alors, on a donc, par contraposition, P appartient au noyau de petit f, implique que le degré de P doit être strictement plus petit que 2. Ça implique que P appartient à R1 de x, puisque avoir un degré strictement plus petit que 2, c'est avoir un degré inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que, on a donc, c'est-à-dire que le noyau de petit f est inclus dans R1 de x. Alors, on a vu que R1 de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1, est inclus dans le noyau de f. Donc finalement, le noyau de f, c'est R1 de x. Hop, voilà pour la détermination du noyau. Alors, ici, on peut être un petit peu plus rapide en disant que un polynôme de degré supérieur ou égal à 2 n'étant pas dans le noyau contient que des polynômes de degré inférieur ou égaux à 1. Alors, pour le petit c, on nous demande de déterminer d'abord l'image. Alors, l'image de f, prenons déjà Rn de x. Bon, ça c'est quelque chose qui est vraiment classique. On va prendre une base, et l'image, ça sera l'espace vectoriel engendré par les vecteurs images de cette base. Ça, c'est l'espace vectoriel engendré par 1, x carré jusqu'à x exposant n. Et donc, l'image de petit f, c'est l'espace vectoriel engendré par, bon, f de 1, je le mets, mais en fait, il sert à rien parce que il est nul. F de x, idem. Donc ici, f de x carré, virgule, 3 petits points, f de, hop. Alors, c'est pas joli.
3 petits points, f de x exposant n, puis l'espace vectoriel engendré par, donc ces deux-là étant nul, f de x carré, virgule, 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 f de x exposant n. Alors, on a vu que, quel que soit k appartenant à 2 jusqu'à n, f de x exposant k a un degré égal à k-2. Autrement dit, tout ça, là, c'est inclus dans R n-2 de x. Donc, tous ces objets-là, ça c'est l'espace vectoriel engendré par des polynômes qui sont tous dans R indice n-2 de x. Donc finalement, l'image de f est incluse dans R n-2 de grand X. Hop. Alors bon, là on peut ne pas tout écrire, hein. On peut écrire peut-être que ça là. Enfin bon, voilà, là j'ai résumé la situation. C'est à peu près comme ça qu'on fait toujours, hein, quand on a une base au départ, pour déterminer l'image. Alors vous remarquez qu'on n'a qu'une inclusion. Il faut aller il faut soit montrer l'inclusion réciproque, soit, et évidemment c'est ce qu'on va faire. Regardez là, je le dis puis je le fais. Utiliser la dimension. Parce que la dimension du noyau, on connaît, c'est la dimension de R1 de x. Et donc c'est 2. Et la dimension de l'image de f, on aimerait bien que ce soit celle-là, la dimension de R indice n-2, c'est-à-dire n-1. Mais c'est le théorème Durand qui va nous donner ça. Alors, j'ai écrit ce que je viens de dire. L'image de f est incluse dans Rn-2 de x, et le noyau de f, c'est R1 de x. Appliquons le théorème Durand. Le rang de f, c'est la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire Rn de x, moins la dimension de son noyau. La dimension de Rn de x, c'est n plus 1, moins la dimension de son noyau, c'est la dimension de R de x. Ça fait 2, et ça fait n-1. Alors, n-1, c'est la dimension de Rn-2 de x. Alors, regardez, cette inclusion-là de deux sous-espaces vectoriels de R de x est en fait une égalité. On peut conclure à l'image de f, c'est bien Rn-2 de x. Alors, on a déterminé l'image. En fait, tous les polynômes de degré n-2 sont atteints par de degré inférieur ou égal à n-2, c'est important. Tous les polynômes de degré inférieur ou égal à n-2 sont atteints par petit f. Puis établir que pour un polynôme fixé nommé Q dans R indice n-2 de x, il existe un unique polynôme de Rn de x qui soit son antécédent et qui vérifie P de 0 égale P' de 0 égale 0. Alors, on va faire ça peut-être de façon un peu naïve au départ, puis ensuite de façon plus théorique en utilisant le théorème qui précède le théorème Durand, celui sur un supplémentaire du noyau. Bon, d'abord, l'idée c'est que si Q appartient à R n-2 de x, il est dans l'image. Autrement dit, il existe, je vais l'appeler A appartenant à Rn de x, tel que Q c'est f de 1. Alors, il n'est pas unique, ce A. Bien au contraire, pour P quelconque, pour P appartenant à Rn de x, on a l'équivalence suivante. L'image de P égale Q si et seulement si. Alors vous savez, hein, ça c'est les antécédents de Q. Alors on sait très bien que ça c'est A plus un polynôme H, où H appartient au noyau de F. Ça c'est une propriété, il faut vraiment bien le connaître. Hein. C'est une fois qu'on a un antécédent, et là l'antécédent on en a un, les autres sont celui-là plus le noyau de F. Ça c'est-à-dire que c'est P égale A
plus AX plus B, où AB appartient à R carré. Alors, je vois que la batterie clignote, je m'arrête ici, mais on reprendra en disant, bon, bah, maintenant qu'on connaît tous les antécédents de Q, cherchons ceux qui ont les propriétés voulues, P de 0 égale P' de 0 égale 0. Alors, j'ai réécrit là-haut les informations que nous avions. P est un polynôme de Rn moins de x, qui est aussi l'image de f. Il est donc dans la forme f de a, où a est dans Rn de x. Et d'autre part, on a vu, à cause du fait que le noyau de f, c'est Rn de x, que pour un polynôme P quelconque dans Rn de x, on a l'équivalence f de P égale 1, si et seulement si P est de la forme grand A plus à x plus b. Alors, si P a cette forme, si je l'évalue en 0, ça fait a de 0 plus b. Si je dérive, ça fait P' égale A' plus A. Donc, si j'évalue ceci en 0, ça fait P' de A égale A' de 0 plus petit a. Alors, pour P dans Rn de x quelconque, on a donc les équivalences. Alors, je vous rappelle les conditions que l'on voulait, c'est-à-dire f de P égale Q, P de 0 égale 0 et P' de 0 égale 0. C'est notre système de conditions. Équivaut donc à P égale grand A plus AX plus B, avec ici ça égale 0, donc B égale moins grand A de 0, et petit a égale moins grand A' de 0. Alors ceci fixe, ceci détermine, détermine un unique polynôme de l'espace de départ, Rn de x. Bon, il s'agit du polynôme, regardez, si A est de la forme alpha 0 plus alpha x plus alpha 2 x carré plus alpha n x exposant n. Vous savez que le premier terme c'est a de 0 et alpha 1 c'est a' de 0. Donc ici, ça c'est ici, je finis mon équivalence, si et seulement si P égale A moins, ouvrez la parenthèse, A de 0, A' de 0 fois X plus A de 0. Mais ça là, c'est le premier terme de A, et ça c'est le deuxième terme, le terme d'indice 0, c'est A indice 0. Et ça, c'est la dérivée en 0. Donc, le polynôme dont il s'agit, si vous voulez, c'est alpha 2 x carré plus alpha n xn. Donc, c'est ce polynôme-là, où A, le polynôme. Alors, évidemment, on ne peut pas dire ce qui est A. Le A dépend du choix de Q. Mais pour Q, et on prend un A quelconque, pour avoir l'unique polynôme P vérifiant les propriétés voulues, on prend A, ok, on enlève ces deux premiers termes. Alors, la question est résolue. Il y a un unique polynôme de Rn de x qui vérifie à la fois c'est un antécédent de Q, et ça, bon, vous comprenez que ces deux conditions, ça veut dire qu'il n'a pas de terme constant et pas de terme en x. D'accord ? Alors, pour finir, je veux voir que on aurait pu faire cette résolution finale en utilisant un supplémentaire du noyau, parce que vous savez que l'image est isomorphe à un supplémentaire du noyau. Le supplémentaire du noyau, ça va être les choses dont regardez, les polynômes dont les termes numéros 0 et 1 sont nuls. Les polynômes de valuation supérieure ou égale à 2. On fait ça tout de suite, pour finir. Voilà l'autre idée qu'on peut avoir pour la fin de l'exercice 15. Donc, il s'agit de considérer un sous-espace vectoriel, E, des polynômes P appartenant à Rn de x, dont l'évaluation 0 et l'évaluation de la dérivée en 0, c'est égal à 0. Alors d'abord, une description plus concrète de E, c'est l'ensemble des polynômes de la forme A2x carré plus A3x3 plus AN xn, où A2 jusqu'à AN sont des réels. En effet, je vous rappelle que pour P appartenant à Rn de x, le degré de P étant plus petit que n,
La formule de Taylor s'écrit comme ça, là. Somme P égale somme pour K égale 0 jusqu'à N des P dérivés K fois pris en 0 divisé par K factoriel fois X exposant K. Et donc, les deux premiers termes sont, alors P égale P de 0 plus P' de 0. Je vous ai écrit les termes suivants, là, pour mémoire. P dérivé 2 fois pris en 0 divisé par 2 fois X carré jusqu'à P dérivé N fois pris en 0 sur N factoriel dérivé. N fois. Et donc vous voyez que appartenir à eux, ça équivaut pour un polynôme à avoir ces deux premiers termes nuls. Alors justement, toujours pour P appartenant à Rn de x, on sait qu'un polynôme est de cette forme. Du coup, ça, c'est dans le noyau de f. Je vous rappelle que le noyau de f, c'est Rn de x. Hein, donc ça, c'est dans le noyau de f. Ça, eh bien, ça appartient à eux. Et il s'agit ici d'une... où A0 jusqu'à AN appartient à R exposant N plus 1, écriture unique. Écriture unique de P. Sous cette forme. Autrement dit, on en déduit que notre espace de départ Rn de x est la somme directe du noyau de petit f avec E. Alors, le théorème qui précède le théorème du rang nous dit que ce supplémentaire du noyau est en bijection, est un isomorphisme. Alors, on peut l'appeler f tilde, qui par exemple va de E dans image de petit f, et puis un polynôme P associe f de P, est un et ça c'est important, morphisme. Alors, pourquoi ça conclut l'exercice? Eh bien parce que c'est exactement ce que souhaite l'énoncé. Pour tout polynôme P dans l'image de f, il existe un unique antécédent de Q dans E. Quel que soit Q appartenant à l'image de f, il existe un unique polynôme P appartenant à E, tel que Q égale f de P. Voilà qui termine l'exercice 15 et cette vidéo. Il reste deux exercices. Vous chercherez aussi bien sûr le DL que je mettrai sur les applications linéaires en dimension finie et ça nous fera déjà pas mal de travail sur ce thème. À bientôt!